On va attaquer la dernière table ronde, qui est un peu une table ronde de synthèse qui va réunir, vous allez voir, plein de personnalités d'origine et de nature extrêmement différentes. Je vais demander à, je ne sais plus combien, ils sont nombreux, donc je vais les appeler dans l'ordre, puis je vous les présente dans un instant, à Jean-Pierre Audy, Mathieu Aufovre, Agnès Bricard, Jean-Pierre Cossin, Luc Darbonne, Vincent Régnier, le représentant Jean-François Roubaud, qui devait être avec nous, Jean-François Roubaud, mais qui est au sommet social, donc s'il est dans la salle, notre ami de la CGPME de nous rejoindre, Christian Saint-Etienne, s'il était avec nous, et Jean-Luc Semama de me rejoindre sous vos applaudissements. Installez-vous. Pardon, on fait notre petite cuisine. Installez-vous, je vous en prie tous. Et je vais présenter tous nos amis. Installez-vous. Alors, que certains d'entre vous m'excusent de ne pas forcément connaître leur visage, parce qu'on sait pour certains parler au téléphone, pour d'autres on se connaît moins. Donc je vais vous présenter dans l'ordre où je vous ai appelé. Et puis, Agnès, tu n'as pas de chaise. C'est normal? Ok. Ah ben alors viens avec moi, viens. Alors ok. Dans la lumière, tous les deux dans la lumière. Alors, je fais les présentations rapidement. Je vais vous demander donc simplement, vas-y. Ah, tu avais une chaise. Tu veux pas rester avec moi finalement? Bon, alors vas-y. Alors, Jean-Pierre Audy. Qui est Jean-Pierre Audy? Vous êtes là-bas, Jean-Pierre. Vous êtes député européen et membre de la commission économique et ancien membre du Conseil supérieur. Mathieu Aufovre, qui est arrivé, vous êtes venu vous présenter à moi. Vous êtes alors un nouveau titre, commissaire au redressement productif. Agnès, je ne te présente pas, tout le monde te connaît. Jean-Pierre Cossin, vous êtes ici conseiller maître à la Cour des comptes. Luc Darbonne, vous nous avez rejoint, on s'est présenté tout à l'heure. Vincent Régnier, vous êtes membre de la CRCC de Paris. Jean-François Roubaud n'est pas là, je l'ai dit, mais on a Gérard Orsini qui le représente ici. Christian Saint-Etienne, titulaire de la chaire d'économie du CNAM, et Jean-Luc Semama, que toute la profession connaît, vice-président de l'Ordre des experts comptables Paris-Île-de-France, et que j'ai le plaisir d'avoir régulièrement dans mon émission l'entreprise BFM, régulièrement avec ses bons conseils de comptable, et il aime les tableaux de bord, Jean-Pierre. On essaie de convaincre les entrepreneurs français d'avoir des tableaux de bord. On va commencer avec toi, si tu me permets, tu te souris publiquement, Agnès, pardonne-moi, parce que en fait, vous avez énormément travaillé en fait au niveau des experts comptables, notamment parisiens et nationaux, parce que vous souhaitiez accompagner justement les entreprises à fort potentiel de croissance pour qu'elles deviennent des ETI. Alors j'aimerais savoir de quelle façon vous vous y êtes pris, où est-ce que vous en êtes, puis on dira peut-être un petit mot rapidement après sur la BPI qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors quelques mots pour dire que vous avez eu en rentrant dans cette grande assemblée générale évidemment des documents, dont un qui s'appelle « Identifier les entreprises à potentiel ». Et donc aujourd'hui on constate qu'au niveau de nos PME, quelles sont celles qui ont justement ce potentiel. Et il a fallu, avec la Caisse des dépôts et avec FSI, puisque comme vous le savez, aujourd'hui, quand il y a plus de 200 fonds dans la Caisse des dépôts, ce sont des fonds publics. Et ils se doivent d'avoir cette transparence. En effet, les experts comptables sont allés proposer, il y a à peine, on va dire, 12 mois, la possibilité de faire un partenariat. Tout simplement parce qu'il y a 300 salariés dans la Caisse des dépôts, à peu près, au niveau de CDC Entreprises. Hein, et qu'il se trouve qu'il y a eu un rapport qui a été remis au niveau de la Cour des comptes et qui a constaté qu'au vu des milliards que gère la Caisse des dépôts, eh bien, la restitution auprès des entreprises n'était pas suffisante. Donc, au niveau de ces premiers chiffres qui ont été donnés par la Cour des comptes, il a été constaté qu'évidemment, il fallait trouver une solution. Donc, la solution, c'était de dire, au lieu de 300 salariés de la Caisse des dépôts, est-ce qu'on en met le double ou le triple? Ou est-ce qu'on ne fait pas plutôt, et c'est ce que nous avons fait le Conseil supérieur, le 5 juillet 2011, on est allé voir Philippe Brédy et on lui a dit, et si on faisait un PPP, un partenariat public-privé de services? Et ça veut dire que tout simplement, ensemble, on a imaginé, on était quand même plus de 30 personnes autour de la table, dont Édouard Salustro, dont Jean-Louis Muhlenbach, dont Serge Jablonski, dont il y a un Stéphane Cohen qui était de Paris qui est venu nous rejoindre. Enfin, il y a eu un certain nombre qui, à un moment, se sont posés, ont imaginé une grille de lecture pour justement identifier les entreprises à potentiel. Nous l'avons terminé, vous l'avez entre les mains, et aujourd'hui, les 300 salariés en tant que tels, sachez-le, de la Caisse des dépôts, ont la même grille de lecture.
Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est de dire, à partir de cette grille de lecture, on va remettre ça à vous, experts comptables, mais comme vous n'êtes pas nécessairement, comme vous le savez, vous, experts comptables, dans les entreprises qui font plus de 100 ou de 150 salariés, on ne peut pas la remettre non plus au commissaire aux comptes, puisqu'il y aurait conflit d'intérêts, puisque comme on sait, Michel Barnier, Jean-Pierre Audy va nous en dire quelques mots, il a bien dit que demain, nous ne pourrons plus, en même temps que nous allons certifier, faire du conseil. Du coup, on a imaginé, et ça a été lancé au congrès des DAF, le 4 juillet, il a été lancé l'idée qu'on pourrait faire avec les experts comptables, mais cette fois-ci salariés d'entreprise, on leur remettra la grille de lecture. Qui mieux qu'eux, qui sont DAF dans leur boîte, vont, à partir de cette grille de lecture, identifier les entreprises, remonter ça vers les experts comptables libéraux pour aller vers les fonds d'investissement. Ça, réellement, nous en avions besoin en France. C'est vrai qu'on avait vu l'administration un certain nombre de fois nous dire « qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Eh bien, on l'a imaginé, on l'a créé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait le lancement le 4 juillet au niveau du congrès des DAF. Donc, regardez les documents. Vous en avez deux. La grille de lecture modélisée, qui est mise en ligne aujourd'hui sur la Caisse des dépôts. Il y a des changements, évidemment, qui se profilent. Vous savez bien qu'on va parler de la banque en tant que telle publique d'investissement, la BPI. Aujourd'hui, il y a des auditions qui se font par Bruno Parent, qui est l'ancien directeur de la DGI, mais en même temps l'ancien directeur de la concurrence. Comme il dit toujours, j'ai fermé tous les postes. La dernière fois que Bruno Parent était directeur de la DGI, on sait qu'elle a fusionné avec Philippe Parini. Et donc, du coup, il a été le dernier directeur de la DGI. Puis, quand il est arrivé directeur de la concurrence, également, ça a disparu au profit de l'autorité de la concurrence. Mais aujourd'hui, il est en train d'auditionner. Et qui l'auditionne? La Caisse des dépôts, la FSI, Oseo, Ubifrance. Sur ces 4 positions-là, aujourd'hui, une fois qu'ils seront décidés, à savoir sur 4 présidents, quel va être celui qui va être nommé, peut-être un 5e, comme toujours, pour ne pas froisser les 4, on va sûrement nommer un 5e, eh bien nous allons refaire avec eux les mêmes positions, celui qui va être nommé, avec la grille de lecture, pour que définitivement on puisse dire, oui, les experts comptables, qu'ils soient libéraux ou qu'ils soient salariés d'entreprise, ils peuvent identifier les entreprises et ils peuvent les flécher vers les 200 fonds. Voilà ce que nous avons fait dans un premier temps pour porter vers le ministre, et c'est bien parce qu'il y a le conseiller justement du redressement productif Montebourg, pour que justement on puisse dire, et donc on doit rencontrer son conseil en financement, justement on puisse dire voilà ce que font les experts comptables, est-ce que vous voulez dans la partie redressement productif vous y intéresser? À Planète PME, puisque j'ai parlé de Planète PME, puisque je vois que le délégué est présent dans la salle et je le remercie, monsieur Mazouiane, mais à chaque fois vous savez bien que j'ai un problème sur votre orthographe, mais en tous les cas ravi de vous dire qu'à Planète PME on a rencontré le ministre. On a pu lui dire, et j'avais Jean-François Roubaud, sachez que c'est bien les experts comptables qui, pour la première fois, a fait cette proposition. Ils ont osé, comme certains m'ont dit, et nous allons le faire à partir du moment où on aura, évidemment, la nomination du président de la banque, comme on le sait aujourd'hui, d'investissement, qui doit être une seule banque au profit du développement des PME-ETI. Merci. Agnès, tu vas avoir un peu de temps après le 13 mars 2013, tu pourrais être la 5e invitée surprise éventuellement. C'était un joke. Alors, regardez le micro, Jean-Pierre, justement, Jean-Pierre Audy, parce que on a finalement assez peu parlé de l'Europe cet après-midi, alors qu'on sait bien qu'on a évolue dans un univers où on n'est plus tout seul et où les décisions se prennent à plusieurs. On sait qu'être député européen, c'est être au milieu d'une immense complexité et en même temps, c'est passionnant. Alors, que fait justement l'Europe? Est-ce que la problématique qu'on évoque cet après-midi, on la trouverait dans d'autres pays? Est-ce qu'un colloque comme celui-ci, on pourrait le connaître en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Angleterre, ou est-ce que c'est spécifiquement français? Et que fait l'Europe pour justement permettre la croissance des ETI, l'émergence d'ETI européennes? Merci. Je voudrais d'abord remercier Françoise Berton et Serge Anouchian de leur invitation. Et je suis heureux de retrouver beaucoup de visages amis. L'Europe s'interroge. Elle a une croisée de chemin. Elle est frappée par la crise. Et après la chute du mur de Berlin, nous avons eu des réglages de réunification du continent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il nous manque les points de croissance pour financer notre système social auquel nous sommes attachés, avec les contraintes environnementales qui se sont imposées depuis un quart de siècle. Et donc, on a tous ces réglages de développement durable à faire, et c'est vrai qu'il nous manque ce point de croissance. Les candidats dans les différentes élections dans les États membres font des propositions au peuple, et je trouve que vous avez raison, et ça se passe probablement dans beaucoup de réunions, de faire des propositions.
Aujourd'hui, on sent dans tous les conseils européens de la dernière chance qui se réunissent, je crois que nos chefs d'État et de gouvernement ont vraiment besoin qu'on leur donne les propositions, les bonnes propositions, et au gouvernement. Alors on parle de croissance, il y a un sujet, je trouve, qui est en train d'émerger, mais dont on ne parle pas suffisamment, c'est la compétitivité. Parce que la croissance, au fond, ou l'absence de croissance, c'est un effet, et on ne s'interroge pas suffisamment sur les causes. Pourquoi nous n'avons pas de croissance ? Et à l'Europe, nous avons un problème, c'est la vitesse j'allais dire, de décision, parce que nous sommes en compétition avec d'autres continents. Mais les autres continents, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, les États-Unis, l'Australie, ce sont des nations, ce sont des États. Nous sommes une union d'États. Donc avant d'avoir une décision sur une stratégie, nous sommes obligés de nous mettre d'accord. Et la compétitivité des entreprises, c'est un vrai sujet. Nous savons qu'elle est décomposée en deux branches. Il y a la compétitivité coût et la compétitivité prix et hors prix. Aujourd'hui, dans l'Union européenne et notamment en France, nous sommes très bien placés sur tous les critères de compétitivité hors prix, c'est-à-dire les brevets, les marques, l'innovation, la recherche, même s'il faut faire encore des efforts, les délais de livraison, nos infrastructures. Et il y a un débat politique sur la compétitivité, sur les aspects du prix, le coût du travail. Et donc là, il faut vraiment qu'on tranche ces options politiques si nous voulons être compétitifs, et ensuite par segment d'entreprise avec le Small Business Act, c'est-à-dire les PME qui sont une source de croissance considérable, avec nos grandes entreprises, nos champions européens qui sont des champions de monde, et avec les propositions de Michel Barnier de faire en sorte que ce marché intérieur soit davantage que l'addition des 27 marchés nationaux. Donc ce sont des défis qui sont considérables. Nous avons au fond tout sous la main. On a des peuples qui sont d'une extraordinaire qualité. On a probablement parmi les meilleurs ingénieurs du monde, les meilleurs ouvriers du monde, une excellente productivité. Le danger qui nous guette, comme toute société avancée, c'est de s'assoupir. Si nous nous assoupissons, probablement que nous allons être dépassés parce que la démographie ne nous est pas favorable. Donc nous avons probablement 10 à 15 ans devant nous pour faire les bons réglages et, au fond, nous maintenir dans nos valeurs. Parce qu'on ne veut pas vivre comme les Américains, on ne veut pas vivre comme les Chinois. Nous créons une forme de civilisation basée sur nos grandes réussites passées et nos souffrances. Et donc, on a ces réglages. Je pense qu'on va s'en sortir, mais les débats sont très intenses. Vous les suivez tous, hein, sur le plan politique et sur le plan économique. Ce que je ressens, et je conclurai par là, on a vraiment besoin j'allais dire, de vous, les experts, parce que il me semble que les milieux politiques sont en attente d'expertise de très haut niveau et d'expertise indépendante. Nous avons pris la Commission européenne en flagrant délit d'expertise de mauvaise qualité, non indépendante, fausse. Et donc, c'est pas facile de faire de la politique dans ces conditions. Donc, vous qui êtes des professions... J'allais dire nous, puisque je suis encore inscrit, c'est autorisé. Je pense que toutes vos propositions seront les bienvenues pour la France d'abord, et dans le débat qui se passe au Conseil des ministres de l'Union, au Parlement européen et bien sûr au Conseil européen. Merci infiniment Jean-Pierre. Je vais me tourner peut-être vers Gérard Orsini pour la CGPME, parce que c'est tenu, je crois, en juin, le salon Planète PME, qui est un événement important de la CGPME. Est-ce que ces thématiques de la croissance des ETI ont été au cœur de vos débats, et est-ce que par rapport aux propositions, je ne sais pas si vous étiez avec nous dans la salle tout à l'heure, les propositions qui ont été... Non, vous n'étiez peut-être pas là. Donc les propositions qui ont été évoquées. En tout cas, quelles sont les pistes que la CGPME prône pour justement faire grandir les entreprises françaises ? Oui, merci en tout cas de me recevoir, et toutes mes excuses pour toutes les excuses du président Roubaud qui a été retenu. En la matière, la croissance des entreprises et des PME, évidemment, est un sujet important pour notre organisation. Bon nombre de propositions qui ont été faites, même si je ne les ai pas suivies, j'en ai entendu parler et nous y souscrivons pour la plupart. Je voudrais d'ailleurs commencer par souligner les travaux qui sont menés en coopération avec l'Ordre des experts comptables, notamment par la CGPME Île-de-France. À cet égard, et en matière de financement, je voudrais souligner l'importance de la médiation du crédit qui nous a fait travailler ensemble. J'entends notamment avec
monsieur Julien Tocars et Stéphane Cohen, pour développer cette possibilité de soutenir l'entreprise, de prendre en compte ses difficultés. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on peut remarquer que ces entreprises souffrent d'un accès au crédit, puisque 30% des chefs d'entreprise regrettent cette difficulté de réponse en matière de garantie ou en matière de financement. Le financement, précisément, et la fiscalité sont les deux points qui nous préoccupent vraisemblablement le plus, au-delà de thèmes plus, comment dirais-je, généraux et classiques, tels que le capital humain de l'entreprise, avec l'arrivée dans la PME de doctorants ou la formation professionnelle de l'encadrement, ou encore de la réponse au marché. Donc fiscalité et financement. Dans fiscalité, je me permets de développer. La fiscalité nous préoccupe notamment à l'apparition du collectif budgétaire qui a été très pauvre en la matière, qui a laissé finalement le programme pour l'avenir, pour l'automne. Et là, quelques préoccupations, peut-être quelques inquiétudes. J'en veux pour preuve ne serait-ce que l'ISF-PME qui a été soutenu et défendu par la CGPME, qui a obtenu l'aval du candidat M. Hollande, qui j'espère en tant que président persistera dans cette voie. Malheureusement, nous nous apercevons que la taxation exceptionnelle du patrimoine qui est mise en place aujourd'hui ne prévoit pas la possibilité de reprendre un ISF-PME, puisqu'effectivement, il ne s'agit pas d'un véritable ISF, mais d'une taxation de patrimoine exceptionnelle. Fiscalité encore, défendue par la CGPME pour imaginer une taxation ciblée. Alors nous sommes passés dans différentes phases. D'abord, une taxation qui aurait lieu sur un barème avec donc une progression du type un peu impôt sur le revenu. Nous en sommes également revenus pour penser à un taux de taxation particulier, tout en maintenant le taux réduit de 15% pour les TPE, avoir un taux qui s'établirait entre les 15% et les 33%, un tiers du taux de droit commun. Une proposition du gouvernement vise un taux de 30%, peut-être souhaiterions-nous en tout cas qu'il aille un peu plus loin. Une autre inquiétude, la fiscalité locale dont on a beaucoup parlé ces dernières années, qui avait connu une révolution avec la suppression de la taxe professionnelle, la mise en place d'une CET, vous le savez tous évidemment, mais une problématique qui risque de ressurgir avec une redéfinition de la CVAE, cette cotisation sur la valeur ajoutée qui avait conduit l'organisme CGPME à indiquer que les transferts de charges, dès lors qu'il y aurait une taxation de la valeur ajoutée, seraient trop importantes à supporter. Donc là aussi, il nous faudra être vigilants. En matière de fiscalité, je rejoindrai quelque chose qui a été dit sur la simplification administrative. Nous avons besoin d'une certaine pérennité des mesures, de changements qui ne vont pas être trop importants pour donner une vision, en tout cas, des choses sur du moyen ou du long terme. Et puis le deuxième volet, c'est le volet du financement. Là aussi, deux types de financement particuliers. Un financement classique qui est celui du financement du remplacement et de l'entretien de l'exploitation, qui est réclamé par 2/3 des PME, dont le besoin se fait sentir, et puis un financement pour l'innovation qui a largement explosé, je dirais, puisque en Ile-de-France, il est passé à plus de 28% en un an. Voilà donc les pistes principales, et je pourrais développer d'autres sujets. Reste la complexité administrative que j'ai évoquée. Cette complexité administrative, nous vivons avec depuis de nombreuses années. Le Code général des impôts ne fait que croître, le Code du travail également. Donc effectivement, il est temps de trouver des solutions pour fixer les bonnes dispositions, des dispositions d'ordre pratique, applicables, et peut-être également institutionnelles. Alors j'entends qu'on crée une BPI, cette BPI qui pourrait regrouper OSEO, CDC et autres. Eh bien peut-être faut-il aussi regrouper d'autres choses, des seuils, vous en avez parlé il y a un instant, des secteurs éventuellement de l'administration. Et je voudrais revenir
au coffre-fort qui s'appelle armoire dorénavant. Je ne sais pas si on l'appellera boîte à outils prochainement, enfin bon, nous verrons. Il est évident qu'une déclaration par entreprise serait un objectif des plus positifs au lieu de développer le nombre de déclarations. Reste néanmoins, il faut se garantir la responsabilité du chef d'entreprise, garantir le principe déclaratif et, pardonnez-moi, mais ne pas déléguer tout à des experts, même s'ils sont experts comptables et les meilleurs du monde, éventuellement. Voilà, merci de votre attention. Merci Gérard. Je vais peut-être rester avec Jean-Pierre Cossin sur l'aspect de la fiscalité, parce qu'on l'a beaucoup évoqué à l'instant, en tant que travaillant à la Cour des comptes, comme conseiller maître à la Cour des comptes. Quel regard portez-vous justement sur cet aspect fiscal des faiblesses éventuelles des entreprises françaises pour grandir? Bien, écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité. Je connais bien la profession depuis une quarantaine d'années. Simplement, vous n'ignorez pas que nous sommes en présence d'un certain nombre de contraintes qu'il faut vite rappeler. Une contrainte budgétaire et une contrainte européenne, notamment le fait que l'on ne puisse pas aider les entreprises, ce qui est quand même une contrainte, et une contrainte internationale avec les délocalisations, et par conséquent, on ne peut pas trop espérer, malgré tout, de mesures fiscales qui soient suffisamment importantes pour conduire à ce que nos PME puissent se développer, sauf ce que j'appelle le redéploiement de la fiscalité des entreprises. Je crois que c'est la bonne direction. On constate, et chacun l'admet aujourd'hui, que les grands groupes, les grandes entreprises sont moins imposées que les petites. Et avec des taux différentiels très, très forts, d'ailleurs 20 points, admettons en général, ce qui est d'ailleurs assez inexplicable. Et donc, si l'on veut aider les PME, il faut sans doute prendre un peu sur les grands groupes et sur les grandes entreprises. Alors, il faudrait évidemment expertiser les raisons pour lesquelles les grands groupes payent moins d'impôts sur les sociétés en taux effectif par rapport au taux apparent, et on en a quelques illustrations. On connaît les exonérations. D'abord, la question de la territorialité est une question très importante. Ensuite, vous avez la question des exonérations sur les régimes favorables des titres de participation, les régimes RFI, l'intégration fiscale. Il y a là des marges budgétaires qui sont sans doute extrêmement importantes. Et donc, je pense que l'on peut entrer un petit peu dans la logique de ce que vient de dire Castro, parce qu'il faut renforcer, je crois, les fonds propres des entreprises. Pour renforcer les fonds propres des entreprises, ça veut dire tout simplement de sans doute augmenter le seuil, et de manière assez significative, du taux réduit d'impôt sur les sociétés sur les PME. Peut-être même le déplafonner. Mais à une condition. La condition, c'est que ce soit un bénéfice qui ne soit pas distribué, ni même distribuable. C'est-à-dire qu'il faut reconstituer ce qui était à l'origine dans ce taux réduit, c'est-à-dire une contrepartie d'augmentation de capital. On peut les mettre en réserve, c'est une façon autre, mais néanmoins, c'est sans doute la direction dans laquelle il faudrait se diriger si on veut que les mesures fiscales soient suffisamment fortes pour renforcer les fameux fonds propres. Il y a évidemment une autre discussion qui doit naître, c'est le débat entre l'assujettissement des revenus, c'est-à-dire au fond, disons les choses simplement, est-ce que les dividendes d'aujourd'hui doivent continuer à être imposés de la même manière? Est-ce que l'abattement de 40% est encore un abattement justifié? Est-ce qu'il faut restaurer à l'intérieur de la société distributrice une sorte de prélèvement à la source qui s'appelle le précompte mobilier nouvelle formule? En fond, le complément d'impôt sur les sociétés qui concerne les bénéfices distribués. Tout cela, ce sont des questions qui sont devant nous. Je crois que dans le passé, on n'a pas suffisamment tenu compte de l'incidence de la suppression précisément de ce précompte mobilier que j'évoquais, qui a constitué pour les grands groupes de sociétés une très forte réduction d'impôts sur les bénéfices qui ont été distribués. Et puis j'y vois encore un autre axe. Je crois qu'il est essentiel que les PME puissent bénéficier mieux et de manière plus importante du crédit d'impôt recherche. Je crois que quand on regarde les statistiques et la Cour des comptes que la présidente avait voulu saluer tout à l'heure pour l'importance des travaux qu'elle mène, on a constaté que malgré tout, les PME bénéficient assez peu du crédit d'impôt recherche pour des raisons sans doute évidentes, la complexité, le fait qu'il n'y ait pas de services de recherche, peut-être même pas suffisamment d'environnement de conseil, qu'importe.
alors que les grands groupes, eux aussi, en profitent davantage. Sans doute faudra simplifier ce régime du crédit d'impôt recherche, peut-être même se diriger, mais c'est une idée, vers tout simplement une exonération charge sociale des chercheurs, parce qu'en définitive, quand on regarde ce que représente aujourd'hui le crédit d'impôt recherche, ce n'est rien d'autre que le financement des chercheurs. Puisque avec les charges, donc on pourrait peut-être simplifier les choses. Une simple exonération des charges sociales des chercheurs, on aurait ciblé parfaitement le crédit d'impôt recherche sur l'élément essentiel. Voilà ce que l'on peut dire. Évidemment, dans le renforcement des fonds propres, j'aime pas trop me lancer dans le débat qui vient d'être soulevé sur l'importance de l'ISF. C'est vrai que, vu sous cet angle, de dire qu'il faut une réduction d'impôts pour souscription capitale des PME, pourquoi pas. Simplement, j'ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait quand même une contrainte budgétaire forte et que c'est pas sûr qu'on peut pas mener toutes les politiques en même temps. Si on fait une politique de renforcement de fonds propres par un accroissement du 15% dans les seuils, on ne peut pas multiplier les avantages. Voilà pour aller à l'essentiel sur les grands axes du renforcement des fonds propres des entreprises et de mieux cibler les avantages sur les entreprises innovantes, les deux axes principaux que je souhaitais souligner. Merci beaucoup. Alors, avant d'entendre peut-être le commissaire au redressement productif, je vois encore deux témoignages d'un entrepreneur, Luc Darbonne, mais auparavant peut-être celui de Christian Saint-Etienne. On a eu en début d'après-midi, Christian, en fait, Nicolas Bouzou, vous le connaissez bien tous les deux, qui est venu nous éclairer un petit peu sur sa vision de l'économie européenne, française, des perspectives, des risques, des enjeux, des dangers. Je ne sais pas si vous avez été avec nous cet après-midi, donc je vous pose une question très ouverte. C'est que sur cette thématique et sur ce titre, croissance des entreprises, un enjeu capital, qu'est-ce que l'économiste que vous êtes a envie de nous dire comme étant vraiment les enjeux prioritaires à vos yeux, en France, en tout cas pour les entreprises françaises? Il y a un seul objectif, qui est d'éviter la continuation de l'effondrement du système productif français qui est à l'œuvre depuis 10 ans. Nous sommes à la veille de choix dramatiques qui auront des effets massifs sur le plan politique l'année prochaine. La France vient de subir une défaite économique sans précédent en temps de paix. Nous avons perdu depuis 12 ans 40% de nos parts de marché à l'export. Si on rapporte aux exportations de la zone euro pour laisser de côté les fluctuations de change, nous avons perdu un quart de nos parts de marché à l'export. Il n'y a aucun autre pays de l'OCDE qui a perdu autant de parts de marché à l'export depuis dans les 12 dernières années. Donc c'est une défaite stratégique d'une violence inouïe. Quand on s'est pris la baffe de mai 40, tout le monde a compris qu'on avait perdu. Là, les gens ne comprennent pas parce qu'on continue de nous prêter, parce que les gens n'ont pas compris que quand on a un déficit extérieur de 70 milliards d'euros, c'est un trou dans la quille en dessous du niveau de la mer, et que d'ailleurs c'est infiniment plus grave que le déficit public, et qu'il faut y porter remède en urgence absolue, parce que, in fine, les prélèvements obligatoires, ce sont des prélèvements sur la valeur ajoutée des entreprises, puisque la valeur ajoutée des entreprises, c'est le PIB. Donc si vous n'avez plus de valeur ajoutée, vous n'avez plus de prélèvements obligatoires. Donc il est absolument clé d'assurer le développement de la valeur ajoutée des entreprises. Dans le temps, l'INSEE sortait des statistiques sur le PIB marchand et le PIB non marchand. Ils ont arrêté, ce qui est dommage. Mais les ordres de grandeur n'ont pas changé. Et le PIB marchand, c'est 80% du PIB total. Et le PIB marchand, c'est la somme des valeurs ajoutées des entreprises. Donc, si on ne reconstitue pas la capacité productive de notre pays, si on ne se dote pas des ETI qui permettent d'exporter, d'innover, si vous voulez, c'est pas un sujet technique, ça. Il est clé que ça soit traité par l'association des experts comptables et commissaires aux comptes, parce que tout simplement, c'est là qu'il y a le savoir-faire. Mais si ça reste un sujet technique, c'est très bien. C'est important, c'est une bonne chose, mais on passe à côté du sujet clé. Le sujet clé, c'est que c'est aujourd'hui un sujet éminemment politique. Assurer le développement de nos PME, ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet éminemment politique. Si on n'arrive pas à faire en sorte que nous nous dotions d'entreprises capables d'exporter, ben on va crever.
Donc, si vous voulez, c'est d'une simplicité biblique. Et ce qui est extraordinaire pour l'analyste que je suis, j'ai été formé dans les universités anglo-saxonnes et françaises, j'ai travaillé beaucoup à l'étranger. La capacité française à ne pas regarder les problèmes clés est absolument fascinante. Et aujourd'hui, on se convainc que le problème français majeur, c'est celui de l'égalité. Quand on refait des comparaisons internationales et quand on regarde les statistiques de l'OCDE, la France est un des 3 pays les plus égalitaires au monde avec la Suède et le Danemark. Si vous prenez le décile supérieur d'impôt de revenus comparé au décile inférieur après redistribution, le rapport est de 3,7. C'est un des plus faibles au monde. C'est plus de 5 en Allemagne, 7 ou 8 en Angleterre, plus de 10 aux États-Unis et on est certainement à 30 ou 40 en Chine et en Russie. Et pas très loin en Inde, ce qui est très marrant pour ceux qui ont nos âges, puisque quand on avait 20 ans, les 3 pays qui étaient à la pointe de la révolution, c'était la Russie, la Chine et l'Inde. Mais donc, ils sont devenus les plus ultra-capitalistes de la planète. Mais passons pour cette remarque historique. Et donc, le sujet que vous abordez aujourd'hui, c'est pas un sujet technique, c'est le sujet principal qui va s'imposer. Alors, il ne va pas s'imposer gentiment. Je vais vous dire pourquoi. C'est incroyable que de vous écouter dire on n'arrive pas à comprendre. À aucun moment ça. À quel moment il va se passer quelque chose dans l'esprit des Français? Vous dites ça va s'imposer gentiment, mais quand? Écoutez, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Moi, je suis un économiste qui fait beaucoup de théorie économique au FMI, à l'OCDE, à l'université et ailleurs, mais de plus en plus, je pense que la dimension historique est fondamentale. Et malheureusement, je pense que la France, dans son histoire depuis 3 siècles, a montré qu'elle ne comprenait pas les problèmes clés de façon rationnelle. Il faut toujours une baffe colossale pour qu'on se réveille. Les 30 Glorieuses sont nées de la défaite de mai 40, qui a conduit à la plateforme du Conseil national de la résistance, qui a permis ensuite d'allouer les investissements pendant 30 ans pour reconstruire le pays. Et je vous rappelle que Maurice Thorez faisait le tour des carreaux de mine en 1945 pour dire aux ouvriers et aux mineurs de travailler 48 heures par semaine pour reconstruire le pays. Et donc là, c'est la clé des 30 Glorieuses. Donc la question que je me pose, qui me hante à titre personnel, parce que j'adore mon pays. Quelle va être la baffe? La question qui me hante, c'est, oui, quelle va être la baffe, mais surtout, pourquoi le pays de Descartes n'est pas capable de faire des évolutions significatives en dehors d'une baffe historique, d'ampleur historique. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va venir par la crise de finances publiques. C'est le plus vraisemblable, hein, mais ce n'est pas certain, parce qu'on est toujours surpris par l'événement qui provoque les ruptures. L'on sait simplement, sur la base de travaux faits par des économistes historiens américains dans les 30 dernières années, que 80% des révolutions politiques intervenues depuis 3000 ans ont une source qui est une crise de finances publiques. Or, Monsieur Cossin l'évoquait, bien sûr, il y a une contrainte majeure qui est les finances publiques, mais en réalité, ce n'est pas une question d'impôt, c'est une question de dépenses publiques. Nous avons le record de la dépense publique dans la zone euro. 56 points de dépenses publiques dans la zone euro, c'est 8 points de PIB que la moyenne des 16 autres pays hors de France. Et si on éliminait la moitié de cet écart, je ne parle pas d'éliminer la dépense publique, je parle d'éliminer la moitié de l'écart de dépenses publiques entre la France et les 16 autres pays, il n'y a plus de crise de finances publiques. Et à ce moment-là, ça permet de dégager des moyens pour traiter le problème numéro 1, qui est de faire en sorte que nous ayons demain un doublement de nos ETI. Nous avons 4000 ETI en France, c'est une honte. Pour être comparable avec non seulement l'Allemagne, mais l'Italie, il nous en faut 8000 en urgence absolue. Pour être confortable, il nous en faut 10 à 12 000. Voilà. Donc le problème majeur de la France, ce n'est pas de réfléchir, et Dieu sait que c'est important, hein, parce qu'à partir du moment où on aura pris consciemment conscience du fait que c'est un enjeu clé, évidemment, on appellera les experts comptables et les commissaires aux comptes pour qu'ils nous aident. D'ailleurs, j'espère. C'est pas sûr,
parce qu'on risque de ne pas les appeler, parce qu'ils connaissent trop bien le sujet d'ailleurs. Mais j'espère qu'on les appellera. Et si on le fait, il faut que ce soit fait aussi avec des économistes, mais il faut que ce soit les politiques qui se mouillent. Il faut que ce soit fait avec les chefs d'entreprise. Mais par exemple, sur ce sujet clé, au Conseil d'analyse économique, avant que je le quitte, j'avais fait un certain nombre de rapports sur la fiscalité, mais aussi sur les PME. Et dans le cadre de ce rapport, on avait montré qu'il y avait 3 seuils clés de croissance. Et c'est très marrant parce que ça fera écho aux travaux d'Olivier Torres que j'avais vus dans d'autres enceintes. Les 3 seuils de croissance clés, c'est 30, 70, 200. Ces 3 seuils de croissance clés, ce sont des seuils qui sont accompagnés de sauts, alors c'est du langage technique, mais devant vous on peut le tenir. Ce sont des seuils qui impliquent des sauts organisationnels et des sauts managériaux. Donc le stress est un élément clé puisqu'on montre que si les entreprises françaises passent aussi bien que les étrangères le seuil de 30, il y en a 2 fois moins qui passent le seuil de 70. Donc on a très peu de travaux, mais on a quelques travaux déjà pour essayer de comprendre pourquoi on en a 2 fois moins qu'ailleurs qui passent le seuil de 70. Il se trouve, je vous donne juste 1 ou 2 pistes parce que ça permettra de compléter et de donner de la chair à vos tableaux. Quel est le risque, un des risques clés aujourd'hui pour passer le seuil de 70? Le seuil de 70 est un seuil managérial et organisationnel essentiel parce que pour faire court, il faut commencer à devenir multiproduit, multirégion. Et ça, c'est du technique. Mais en termes de saut managérial et organisationnel, pour passer le seuil de 70, il faut faire un truc. Moi, j'ai parlé avec des centaines de chefs d'entreprise de ça. Ils me disent toujours, mais c'est incroyable que vous disiez ça. Moi, je l'ai vécu, mais je n'en parle jamais parce que je pensais que c'était que moi qui étais concerné. Il faut faire un truc qui est simple. Il faut commencer à recruter des compétences qu'on n'a pas soi-même. Et ça, c'est le truc qui tétanise tout le monde. Et pourquoi en France c'est un problème? Eh bien parce que, associé au recrutement de compétences qu'on n'a pas soi-même, d'abord, le problème n'est pas assez reconnu. Et d'ailleurs, je pense que les experts comptables et les commissaires aux comptes pourraient jouer un rôle dans le développement des compétences des chefs d'entreprise pour faire ce recrutement de compétences qu'on n'a pas soi-même. Mais lié à ça, et ce qui donne cher à toutes les analyses que vous faites, c'est un problème clé que tout le monde connaît, mais qui n'a pas d'importance ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'erreur au recrutement. Si en France, dans le recrutement de compétences que vous n'avez pas fait vous-même, que vous n'avez pas vous-même, vous faites ce qu'on appelle l'erreur de recrutement, ce n'est pas un problème secondaire, ça peut mettre en jeu la survie de votre boîte. Parce que si vous partez sur des salaires significatifs, au prud'homme, avec un type qui est bon, et que ça dure 2 ans, et que ça vous bouffe la moitié de votre marge, sachant que les entreprises françaises hors SBF 120 ont déjà des taux de marge inférieurs de moitié à ceux de l'Allemagne, vous n'êtes pas dans un problème juridique, vous êtes dans un problème de survie. Et donc, qu'est-ce qui se passe, qui avait été identifié d'ailleurs indépendamment par Dutreil au début des années 2000? Nous avons 2 fois plus de patrons de boîtes de 70 qui vendent à des grands groupes plutôt que de développer eux-mêmes leurs groupes. D'abord et avant tout pour des questions de difficultés juridiques et d'incertitude du système juridique. Ensuite, on retrouve les mêmes problèmes de façon plus générale pour toutes les questions de licenciement, pour s'adapter aux évolutions de l'activité. Et donc, on se retrouve dans un système où ce que vous abordez de façon technique concernant des sujets techniques est en fait devenu un sujet stratégique absolument fondamental. Et moi, ce dont je rêve, c'est la prochaine fois où on traite le même sujet à l'Assemblée nationale, devant l'ensemble des députés et des sénateurs, c'est là qu'on comprendra qu'on a enfin pris conscience que ce n'était pas un sujet technique, mais un sujet stratégique et politique central. Merci beaucoup de ces propos. Agnès, je sais que tu dois nous quitter pour partir dans les Péluires dans peu de temps. Donc simplement, je veux savoir si tu as un dernier commentaire à la lumière de ce qu'on vient d'entendre avant que tu nous quittes. Je sais que ce n'est pas volontaire de ta part de devoir nous quitter. Oui, donc 2 points pour relancer cette réflexion et interpellation. Le premier, c'est de vous dire qu'en 2002, jusqu'en 2002, souvenez-vous, nous n'avions pas de déficit commercial. C'est juste arrivé sur la période 2002-2003, vous vous souvenez, où on voit apparaître moins 20 milliards. J'ai toujours été très étonnée qu'au niveau politique, personne a délivré, rédigé, établi un rapport
Quelles ont été les causes pour passer de plus de 2 milliards de bénéfices, on avait 2 milliards d'excédents, comme on appelle, en macroéconomie, et on est passé à moins de 20 milliards. Vous vous souvenez de ce moment-là? Personne ne s'est arrêté en politique, personne ne s'est posé la question. Je n'ai pas vu un rapport, puisque je l'ai cherché, et aujourd'hui, on est à plus de 60 milliards de déficit. Et donc, c'est vrai qu'il est temps, comme vous dites, de faire un sursaut national, politique. Et c'est vrai que quand j'entends parler du Bifrance, qui en même temps travaille avec la COFAS, mais qui en même temps travaille avec Oseo, vous êtes bien d'accord qu'on ne peut pas avoir 3 interlocuteurs. Donc aujourd'hui, le problème de la multiplicité est déjà un problème peut-être sûrement politique, mais au moins regardons ce qui s'est passé au moment où on abordait le gouffre des moins 20 milliards. Et vous la voyez bien, cette période, parce que ça a été bien vu dans un certain nombre de documentation. Ça, c'est le premier point d'interpellation. Pourquoi, à un moment, nos pouvoirs publics ne se sont pas posé la question à ce moment-là, alors que c'est aujourd'hui qu'on va se la poser, et normal, et d'où la réflexion. Deuxième chose, nous, l'ambition qu'on a, les experts comptables, c'est d'apporter notre contribution au monde politique. Et si aujourd'hui, on va voir les ministres, comme on a déjà vu Moscovici, comme on a déjà vu Fleur Pellerin, comme on est en train de voir justement Montebourg, c'est dans le cas du redressement productif, dire il faut qu'aujourd'hui, de plus en plus, on associe la société civile, donc des experts comptables, qu'ils soient salariés d'entreprise, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient en mode associatif, peu importe, mais c'est tous ensemble. Et quand je parlais des fonds publics, à quel titre la Caisse des dépôts se réfugier avec ses 300 salariés en faisant elle-même ce qu'on appelle la détection des entreprises qui pouvaient justement rentrer vers les fonds, alors que nous, on est capable, avec notre réseau de proximité, 19 000 experts comptables dans plus de 2 millions d'entreprises, je peux vous assurer que ce partenariat, ça va être un partenariat gagnant. Et c'est ce que veulent entendre les ministres aujourd'hui, et c'est ce qui fera justement, sachez-le, aussi notre sujet du prochain congrès à Paris, qui est de dire, on a aussi une offre. Et c'est vrai, ne pas tenir compte par rapport à des fonds publics, d'une transparence, pour aller ensuite vers la société civile, je pense que c'est aussi une position politique que nous, la société civile, on pouvait prendre. Pourriez-vous suivre l'étymologie du mot travail en latin, c'est torture. Tripalium en latin. Hein, bon. Instrument de torture. Donc, on a tout compris. À partir de là, on a tout compris pourquoi on est comme ça. Je crois qu'en allemand, ça ne doit pas être ça, je pense. Hein, ensuite, nous, pour les entreprises, pour nous, il faut conserver le capital dans l'entreprise. Donc, à partir du moment où on veut conserver le capital de l'entreprise, c'est taxer uniquement sur les profits, mais éviter toutes les taxes avant, hein, parce qu'on a un problème énorme de taxation sur l'outil de travail, hein, sur le travail, supprimer la RTT. La RTT, c'est un mal de l'entreprise considérable. Hein. On démotive les salariés avec ce problème RTT. Hein. Supprimer l'ISF, hein, pour tous les porteurs de parts de l'entreprise, quel qu'il soit, parce qu'aujourd'hui, si on a moins d'un certain pourcentage de parts, on paye l'ISF, ce qui fait que l'entreprise doit payer des dividendes assez élevés pour payer cet ISF. Ça crée des problèmes importants dans les entreprises familiales. Hein. Et puis, ce qu'il faut, c'est assimiler la réussite de l'entreprise avec celle de l'entrepreneur, que les deux gagnent. Il ne faut pas que ce soit seulement l'entreprise et que l'entrepreneur, on lui tape sur la tête. Il ne tire plus l'entrepreneur. Mathieu Fauvre, la tâche est rude quand même quand on entend tout ça. Vous venez d'arriver dans un nouveau ministère. Comment appréhendez-vous cette problématique au niveau du ministère d'Arnaud Montebourg, de la croissance des entreprises françaises? Bonjour à tous, monsieur le député, madame la présidente. Bonjour, merci de m'avoir associé un peu au dernier moment. J'ai eu un petit coup de fil pour pouvoir intervenir à ce sujet-là et j'en suis très heureux. Déjà, juste sur la fonction, hein, donc de commissaire au redressement productif, c'est dans la volonté du président de la République de repartir sur un ministère à part entière sur la question du redressement productif, qui date de la période un peu en modèle du New Deal de 1933. On est nommé, nous, depuis le 1er juillet de cette année, donc pour la région Île-de-France, avec un objectif assez clair, et j'ai quelques chiffres qui parlent de ça, que j'ai noté et que je voulais vous faire partager, c'est que les dispositifs de prévention, mandat ad hoc, médiation du crédit, le CIRI, montrent un taux de succès dans la continuité des entreprises de 60%. Les procédures de sauvegarde sont un peu moins efficaces avec 48% qu'aboutissent à un plan de sauvegarde. Et les procédures de redressement sont quant à elles souvent très difficiles puisque 75% aboutissent à une liquidation. Je pense qu'on a vu, il y a eu un grand débat sur toutes les politiques générales, sur tous les dispositifs à mettre en place, à annuler, à supprimer. Je crois qu'on a une nouvelle assemblée, j'ai monsieur le député à mes côtés.
Les organisations patronales, syndicales, les fédérations professionnelles savent discuter avec le ministre sur tous ces éléments-là et sur les grandes politiques que doit conduire notre pays pour pouvoir aboutir à une situation des plus efficaces dans un compromis général entre l'aspect social, l'aspect entrepreneurial et tous les éléments qu'on puisse avoir derrière pour que notre pays fonctionne bien. Moi, je voulais juste revenir un peu sur notre mission particulière, qui est à mon avis un élément important par rapport à la croissance des entreprises, qui est un enjeu capital et monté dans les ETI. Je crois que c'est vers les ETI un discours qui revient depuis pas mal de temps. C'est également l'accompagnement des entreprises. De par le chiffre que j'ai voulu vous donner, et c'est là un peu toute notre mission, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME notamment, qui sont un peu laissées pour compte seules, pour lesquelles, à mon avis, les experts comptables sont un relais très très important, et c'est pour ça que j'ai tenu moi à être présent aujourd'hui, parce que c'est un des messages que je voulais délivrer en disant les experts comptables sont notre relais, comme on a les chambres de commerce qui reçoivent l'ensemble des entreprises et qui fédèrent l'ensemble des entreprises, comme les fédérations professionnelles, comme les organisations patronales et syndicales. On a pour objectif alors j'aime pas trop ce terme de guichet unique parce que c'est en général quelque chose qu'on sait assez bien dire, en tout cas dans l'administration, mais qu'on essaye de rendre le plus efficace possible. C'est qu'on veut être interpellé au maximum par des entreprises, des PME. Les grands groupes savent faire, savent fonctionner quand ils ont des difficultés, ils connaissent les échelons, les ministres et tout ce qui s'ensuit. Et par contre, la volonté du ministre a bien été là en disant, à partir du moment où une entreprise a une difficulté ou a un projet de développement, je pense qu'il ne faut pas toujours voir non plus la question négative, il faut qu'il puisse interpeller quelqu'un au niveau des services de l'État qui coordonne l'ensemble de la puissance publique. Vous l'avez dit vous-même, on a beaucoup de partenaires, tels qu'on les appelle nous dans notre langage, comme Oseo, je sais qu'il est intervenu tout à l'heure, le directeur régional, comme la Caisse des dépôts, mais on a également les services fiscaux. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste, parce que je crois que ça nous prend à peu près 72 pages des dispositifs que nous avons en Ile-de-France pour aider les entreprises. Mais par contre, on a un vrai rôle, et c'est comme ça qu'on prend notre mission au niveau des commissaires au redressement productif, puisque une personne est nommée dans chaque région. C'est on a une volonté, avant qu'une entreprise puisse se développer, à ce qu'elle ne meure pas. Et ça, c'est un élément important. On est dans un dispositif, on est dans une situation économique que vous avez très bien rappelé tout à l'heure. Il y a des choses à faire certainement pour améliorer, mais on doit appuyer nos entreprises et on doit appuyer les chefs d'entreprise pour les aider dans les méandres de l'administration, certes, mais également en les aidant à avoir aussi une vision de leur entreprise. Alors, on le peut, mais pas seul, puisqu'on n'est pas ni économiste, ni spécialiste fiscal. Je vois que vous aviez une table ronde sur les éléments fiscaux des entreprises, voilà, tout à fait derrière. Donc, c'est en regroupant ces forces vives, entre guillemets, qu'on peut arriver à amener des propositions concrètes aux chefs d'entreprise. Techniquement, on va essayer de faire le plus simple possible pour essayer d'amener des solutions quand c'est possible, puisqu'on sait qu'il y a de nombreuses réussites à la viabilité d'un projet d'entreprise. Mais en tout cas, pour moi, c'est un des éléments importants, un des éléments de notre mission, en disant, et je relaye ce message auprès des experts comptables aujourd'hui, en disant, vous n'hésitez pas, vous nous sollicitez, on est organisé ou on est en train de s'organiser en fonction de la politique lancée par le ministre du redressement productif, M. Arnaud Montebourg, pour avoir ces réponses. On est nommé depuis une dizaine de jours, donc on voit là qu'il y avait un vrai manque, puisque je crois que sur l'Île-de-France, en tout cas, sans connaître tout le monde, on a eu en une dizaine de jours pas loin de 300 dossiers d'entreprises qui vont de la chose toute bête, c'est-à-dire je suis expulsé de mon local derrière, donc on met en lien, on met en relation, à des projets plus complexes d'une entreprise qui est rentrée tout simplement via la médiation du crédit, mais qui relevait, et ça c'est notre devoir d'analyse un peu, d'un élément plus compliqué qui était le renforcement des fonds propres, en lien avec Oseo, Caisse des dépôts, mais également les autres partenaires, les nouveaux marchés et l'accès à l'export, et donc une solution plus globale qui puissait être apportée derrière. Donc c'est vraiment cette question un peu de pragmatisme et d'importance, parce qu'on est seul, on a nos équipes des services de l'État, mais on a également besoin de tous nos partenaires et tous nos relais de terrain pour dire aux chefs d'entreprise, parce que c'est un élément qui ressort également, attendez, on peut apporter des solutions un peu plus complètes. Quand je vois votre bilan, quand je vois vos éléments, il y a vraiment derrière nous une pépite ou voilà, quelque chose qui peut grandir. Et je pense qu'il faut avoir ce discours de vérité à un moment auprès du chef d'entreprise, même si on a une relation entre guillemets financière avec l'entreprise telle que vous pouvez l'avoir, d'avoir ce rôle de conseil, même de dire les choses qui ne vont pas très bien. Merci. Pardon, un dernier mot, non ? Non, je voulais juste intervenir sur la question justement de la croissance des entreprises sur 4 points. Je pense qu'à mon avis, pour répondre à cet enjeu capital de la croissance des entreprises,
Il faut se poser la question de l'innovation et de l'entrepreneuriat, qui est un des éléments clés. Et là, je rejoins assez la question des savoir-faire et du capital humain des entreprises. La question de l'approche par filière est pour moi un vrai enjeu. On voit qu'on a quand même des choses qui fonctionnent, notamment dans l'aéronautique. Ça prouve qu'il y a un potentiel, voilà, et une connaissance bien particulière. Je pense que la ressource humaine de l'entreprise est aussi un enjeu à savoir vraiment mettre en avant, parce que c'est eux qui font, en tout cas je parle pour les PME, et même pour les autres entreprises d'ailleurs, une grande partie du capital même de l'entreprise. Et bien sûr la question des financements, mais au sens large du terme, c'est-à-dire aussi bien fonds propres, trésorerie et tout ce qui peut arriver derrière pour l'export par rapport aux entreprises. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais qu'on termine cette belle journée avec les deux puissances invitantes, expertise comptable et commissariat aux comptes, de cet après-midi, avec Jean-Luc Semama et Vincent Régnier. Et finalement, une question très ouverte. Vous aviez un projet qui était de réfléchir à l'ensemble des problématiques que sont celles de vos clients. Vous repartez avec quoi ce soir, et à la fois comme message fort que vous avez retenu et comme message fort que vous aimeriez peut-être adresser à toute la profession réunie ici? Vincent. On ne s'est pas trompé. On a vu quand même que le thème était vaste. On avait préparé ensemble cet après-midi en disant la croissance des PME, c'est quelque chose de central. On le voit, on est sur un point central. Les freins, on les a vus au départ. On a vu aussi qu'on avait parfois des certitudes et que ces certitudes, elles pouvaient être écornées. Le sondage qui était présenté par l'IFOP en début de notre réunion était assez éloquent là-dessus. On a vu que les chefs d'entreprise ne souhaitaient pas toujours systématiquement atteindre une taille plus importante. Et pourquoi ? Parce qu'après, on a vu tous les freins qu'il y avait, tout ce que cela supposait. On a vu aussi qu'il y avait une réelle volonté d'entreprendre, mais que les difficultés parfois étaient telles, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient de passage de seuil, etc., qu'on n'arrivait pas à vouloir assurer la croissance des ETI. Alors, après, maintenant, nous, la profession comptable, que faisons-nous? Tout à l'heure, vous nous avez dit, nous avons besoin de vous. Monsieur, vous nous l'avez dit aussi, vous êtes prêt à nous entendre. Nous sommes au cœur des entreprises. Experts comptables, commissaires aux comptes, on est présents, on est des partenaires privilégiés. Et il est vrai qu'on a la volonté d'aider les chefs d'entreprise. Agnès Bricard, ce matin, pour ceux qui étaient présents à l'Assemblée générale, a rappelé ce qu'elle avait fait pour la signature de l'expert comptable. Et elle a rappelé aussi que les commissaires aux comptes, moi je représente la compagnie de Paris, c'était nous qui donnions aussi la confiance aux entreprises. Bien sûr. En tant que partenaire, on a parlé des financements cet après-midi. Nous pouvons accompagner nos clients. Et c'est par la signature de l'expert comptable, c'est par la signature des commissaires aux comptes, par la complémentarité de nos deux professions lorsqu'on intervient ensemble. On est habitué à travailler soit séparément selon les tailles d'entreprise, soit ensemble, mais non pas l'un à côté de l'autre, mais l'un avec l'autre. Et c'est par ça qu'on va pouvoir, je pense, contribuer modestement, parce qu'on a vu que les problèmes étaient vastes. Vous avez rappelé tout à l'heure que ce n'était pas que par la technique, mais aussi par le politique que l'on pouvait arriver à une évolution, mais néanmoins, nous tenons tous à être présents auprès des chefs d'entreprise. Merci Vincent. Jean-Luc Semama, à vous de conclure cette journée finalement. Avant, bien sûr, le mot de conclusion de nos deux présidents. Merci. Vous savez, Mark Twain disait il y a des gens qui voient les choses comme elles sont et qui se demandent pourquoi, et d'autres qui les voient comme elles pourraient être et qui se disent pourquoi pas. Je crois que le sujet pris aujourd'hui est un sujet fondamental. La croissance est indispensable. Quand on fait du surplace, le monde avance et on tombe et on est déséquilibré. Donc, c'est un sujet essentiel. Il est politique. Mais la politique ne concerne pas que les hommes politiques, d'après nous. Nous sommes tous au cœur d'action politique en tant que citoyens. Alors, il y a plusieurs aspects. On parle du capital, on a parlé des freins fiscaux, des freins administratifs. Mais il y a aussi, dans une entreprise, au-delà du capital, il y a le travail, il y a l'homme. Et l'homme est au cœur du dispositif. Tout à l'heure,
C'est un intervenant qui était ici, qui s'appelle M. Torres, qui disait que quand il voyait souffrance, il voyait le mot France. Moi, d'ailleurs, j'ai mal écrit le mot croissance, j'ai écrit croisse-France. Parce que je pense que nous avons les moyens aussi de réussir notre croissance. Les hommes politiques ne sont pas des imbéciles, loin s'en faut, puisque dans les programmes électoraux récents, il y a un certain nombre de points de convergence en matière fiscale, en matière de responsabilisation des salariés au sein des entreprises. Et donc, je crois que globalement, il faut du courage politique pour que les choses passent du stade du programme au stade de l'action. Parce qu'il y a une volonté pour ça. Et l'esprit d'entreprise qui anime les entrepreneurs, je suis extrêmement honoré d'être près de vous, monsieur, qui incarnez une 5e génération d'entrepreneurs dans la même entreprise, parce que c'est assez rarissime pour que ce soit ici souligné. Cet esprit d'entreprise doit être rénové, doit être réhabilité. Entreprendre, c'est prendre des risques. Et dans ce pays, on ne donne pas assez de considération au fait d'entreprendre. Et quand je dis entreprendre, c'est pas non seulement créer, prendre des risques, mais aussi c'est créer de l'emploi. Parce que les statistiques qui ont été magnifiques l'année dernière avec l'auto-entrepreneuriat n'ont pas créé autant d'emplois qu'on le voulait, qu'on le souhaitait. Donc entreprendre, c'est créer de l'emploi, c'est également transmettre du savoir. Et on a parlé aujourd'hui beaucoup de capital humain. Moi, je voudrais insister là-dessus. Et on parle beaucoup de ressources humaines. Je pense que c'est fondamental. Quand j'étais plus jeune, j'ai milité au CJD. Et au CJD, on mettait l'homme au cœur de l'entreprise. Parce qu'on considérait que l'entreprise n'avait de sens que si elle répondait à une fonction et que si on donnait du sens à tous. On n'est pas là pour faire du capital, on est là pour rendre les hommes plus heureux et préparer l'avenir. Si on n'inscrit pas dans un projet de société collective commune, enfin, parce qu'on est tous associés, on n'y arrivera pas. Donc, comme nous savons que l'entreprise ne peut exister que si elle se différencie d'une autre, que l'environnement, bien sûr, doit changer au plan fiscal, mais là, je crois qu'on l'a dit, répété. Il y a un point que je veux insister, puisque je veux parler d'aspect humain, c'est l'aspect de la formation. Je crois que, et je parlais du dialogue, et c'est d'actualité, puisque aujourd'hui, c'est le deuxième jour, je ne sais pas comment on appelle, de rencontre, de sommet social, voilà, donc c'est l'occasion d'en parler, de l'humain, qui est indispensable. La formation, vous savez, ça fait plus de 40 ans, Chaban-Delmas avait travaillé sur le projet de formation, en 71 de mémoire, en disant il faut qu'on investisse entreprise 1% pour la formation et qu'on arrive peu à peu à 2%. Plus de 40 ans après, on est grosso modo à 1% et on a compris formation comme obligation de dépenser de la formation et non pas obligation de faire une progression grâce à la formation. Et le taux n'a pas beaucoup augmenté parce qu'on n'a pas bien compris le sens de ça. Je crois que de manière indispensable, nous devons travailler la formation, non seulement, enfin de tous, des chefs d'entreprise d'une part, qui ont aussi des progrès à faire en matière sociale et de communication au niveau social pour éviter les conflits, mais de communication économique envers toute la population. C'est une des recommandations qu'avait faite dans son ouvrage de réflexion Jacques Attali, c'est de réinstaurer l'économie dans l'apprentissage, à l'école, parce qu'il faut qu'on comprenne ce que c'est que l'entreprise, ce que c'est qu'une économie. Et si nous restaurons ce domaine de la formation, de l'innovation, et que le dialogue d'entreprise fait qu'au lieu d'avoir des conflits sans cesse, il y avait un plus grand dialogue indispensable, parce que quelquefois, certains sont exaspérés par des excès des uns ou des autres, mais il n'y a pas d'autre alternative. Moi, je crois qu'on est condamné au succès. Et le succès, c'est d'aller vers l'autre, d'expliquer. C'est la force de la pédagogie, de répéter, parce que nous n'avons pas le choix. Si on veut gagner, et je pense qu'on veut tous gagner, nous, experts comptables, on est des entrepreneurs, mais on est au service des entreprises. Donc, on veut que tout le monde gagne ensemble. Et gagner, c'est que le pays gagne, c'est que l'Europe gagne, c'est que tout le monde gagne. C'est possible si on met chacun nos forces contributives à cela. Et pour cela, il faut d'abord qu'on restaure la force du dialogue et qu'il n'y a pas que des opposants dans le dialogue. Il faut écouter l'autre. Et même quand l'autre paraît détonnant, peut-être dans ce qui est détonnant, il y a des choses intéressantes à prendre. Donc ce que je retiens moi d'aujourd'hui, c'est que, bien sûr, les aspects structurels doivent évoluer, mais là, ça dépend du politique. Nous allons faire, experts comptables, commissaires aux comptes, des propositions. Et j'observe d'ailleurs que beaucoup aujourd'hui, c'est peut-être l'époque où il y a un nouveau gouvernement, où beaucoup font des propositions. Et c'est très bien, il faut faire des propositions, plutôt que de dire on n'est pas content, il faut faire des propositions, c'est positif.
Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut que nous accompagnions, nous, experts comptables aussi, on le fait auprès de nos clients, plus dans la formation, plus dans le dialogue, plus dans la pédagogie, plus faire comprendre l'entreprise. Il y a une entreprise qui a fait ça il n'y a pas très longtemps, de mémoire, c'est une entreprise franchise qui vend pas des herbes essentielles, qui vend je crois du parfum, qui a fait un jeu d'entreprise pour toute l'entreprise et qui a été extrêmement étonné de voir que des salariés avaient proposé des solutions que la direction n'osait pas proposer en matière sociale, enfin, qui n'étaient pas du tout positives, mais pour faire avancer l'entreprise. Donc il faut associer, échanger, partager, c'est la clé du dialogue. Merci. Merci Jean-Luc, merci beaucoup à tous. On retiendra qu'on est condamné au succès. Je vous invite à rejoindre la salle et je vais appeler Serge et Françoise pour la conclusion des présidents qui ont organisé cette journée. Merci infiniment à tous. Très bel après-midi. Merci à tous nos participants, nos intervenants. Nous avons été, je crois, particulièrement gâtés par toutes ces interventions, très riches, qui pourraient nourrir bon nombre de débats. Alors, j'ai bien entendu, notamment l'intervention de M. Saint-Étienne, concernant le rôle des experts comptables dans ce débat et dans l'apport de nos confrères sur le développement des ETI, des PME. Certes, nous sommes des techniciens, je fais un petit peu de provocation, nous sommes des techniciens, mais nous sommes avant tout, je dirais, des relais. Nous sommes des relais entre les chefs d'entreprise et les pouvoirs publics. Nous sommes les relais entre les vrais techniciens et les politiques. Et je pense que c'est là où nous avons une prise de conscience de notre profession, car nous voulons et nous pouvons jouer ce rôle très important. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est quand même malgré tout, alors il y en a eu quelques-uns, mais il y a, j'ose pas dire un cri d'alerte parce que je n'aime pas tomber dans un catastrophisme, et on en a eu par certains moments, donc essayons tous de garder un certain optimisme. Moi, ce qui me soucie, c'est que nous avons tous constaté, et notamment à l'éclairage des interventions d'Isabelle Bourgeois, que nous avions un déficit certain en matière d'entreprise patrimoniale. C'est-à-dire que pourquoi nous n'avons pas suffisamment d'ETI, pourquoi avons-nous un tel déficit? C'est notamment parce que les entreprises familiales ne se transmettent pas aux enfants d'une manière tout à fait naturelle. Je vous rappelle les chiffres, 10% des entreprises familiales se transmettent aux enfants en France contre 50% en Allemagne. Il y a de fortes marges de progression. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que de par la pyramide démographique, nous savons que dans les 10 ans qui viennent, ce sont 700 000 entreprises qui vont changer de main. Si ces entreprises ne font qu'être rachetées par des grands groupes, ne font qu'éventuellement, je l'espère le moins possible, disparaître parce qu'elles n'auront pas une pérennité suffisante et satisfaisante, ce sont obligatoirement des emplois qui vont disparaître, et ça n'est par définition pas un constat satisfaisant. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Je voudrais tout d'abord revenir en quelques mots sur les raisons qui nous ont fait choisir avec Françoise ce sujet qui, bien sûr, est au cœur de nos préoccupations quotidiennes, mais qui ne relève pas des sujets traditionnellement retenus, que ce soit par la compagnie régionale des commissaires aux comptes ou par le conseil régional de l'ordre des experts comptables. En fait, nous avons voulu faire un travail assez immodeste, il faut l'avouer, qui consistait à d'abord observer le calendrier électoral. Juillet intervenait depuis assez longtemps après le mois de mai et le mois de juin, et donc intervenait assez régulièrement après une élection présidentielle et législative. Et donc il était temps sans doute aussi de faire part de nos propositions, parce qu'assez curieusement, depuis quelques années, nous sommes au cœur des entreprises
à traduire la complexité des textes législatifs pour les rendre digérables par les chefs d'entreprise, mais assez curieusement, on ne nous sollicite presque jamais ni en amont de ces textes, ni même en accompagnement ou en suivi de leur efficacité. Alors peut-être Christian Saint-Étienne a donné aujourd'hui un début de réponse. Peut-être sommes-nous trop techniciens et trop sachants pour qu'on nous consulte. J'ose espérer qu'au moins sur ce plan, il se trompe et que les choses changeront dorénavant, que notre profession sera régulièrement consultée pour donner son avis sur la connaissance et l'expérience qu'elle a des entreprises. Ensuite, nous avons fait aussi un autre constat, qu'il est relativement facile de vérifier, c'est que sur la typologie des entreprises, on en a parlé toute l'après-midi, je ne veux pas y revenir, on sait bien qu'il y a une immense majorité de TPE, et force est de constater, même s'il y a toujours mieux à faire, même s'il y a toujours plus à faire, force est de constater que beaucoup de textes, beaucoup de précautions, beaucoup de préventions ont été apportées aux très petites entreprises. Et d'ailleurs, le Conseil supérieur y a pris sa large part, que ce soit par la manifestation et le congrès organisé à Marseille l'an dernier, c'est sans doute pas Jean-Bernard Capelier, le rapporteur, qui va me contredire, et que ce soit par, je dirais, l'omniprésence de notre présidente du Conseil supérieur, Agnès Bricard, sur ce sujet en matière de leur prévention et en matière de leur financement. À l'autre bout de l'échelle, évidemment, les grandes entreprises font l'objet aussi de soins, des fois trop attentifs, des fois des soins dont il se passerait bien, mais vu leur poids dans l'économie, dans l'emploi, ils font l'objet, je dirais, d'un regard particulier. On s'aperçoit au milieu, peut-être parce que ces ETI ne sont pas en nombre suffisant, peut-être parce qu'ils ne font pas assez d'eux, on s'aperçoit que les mesures propres à satisfaire le besoin particulier de ces ETI, eh bien, c'est un peu le parent pauvre des mesures de soutien et de développement. Et pourtant, comme l'a dit Françoise, en matière de transmission, on voit bien que le clivage très important entre, par exemple, le tissu allemand, même si ce n'est pas le seul exemple, vient en grande partie des transmissions, mais plus près de notre préoccupation, j'allais dire égoïstement à nous, commissaires aux comptes, on sait bien que quand il y a de la tempête, quand il y a du vent, eh bien, les entreprises qui résistent le mieux, les entreprises qui continuent de fournir les comptes les plus fiables, les entreprises qui essayent le moins possible de tricher, même si ce mot est horrible à prononcer à la tribune d'une assemblée générale d'experts comptables et de commissaires aux comptes franciliens, eh bien, ce sont ces entreprises-là qui résistent le mieux. Pourquoi, dès lors que le constat est aussi bien posé, on n'arrive pas à trouver de bonnes solutions? Alors j'ai la faiblesse de croire que, pour faire un raccourci très facile, c'est peut-être parce qu'on ne nous consulte pas suffisamment, et c'est sans doute pour ça que nous avons voulu mêler notre voix à ce concert de propositions par un sondage et aussi par la consultation de nos confrères. Nous allons très bientôt remettre un rapport complet au service et à M. Montebourg, et on espère que nous serons non seulement consultés pour la mise en œuvre, mais nous faisons, j'allais dire, offre de services pour en assurer le suivi, voire même l'efficacité, et pour essayer d'en assurer la traçabilité sur au moins l'efficacité des mesures que l'on propose. Oui, alors, une fois n'est pas coutume, je pense que vous avez effectivement noté qu'un des problèmes qui avait été soulevé, notamment par Olivier Torres, c'est plus un problème d'ailleurs d'ordre sociologique, à savoir le rapport des Français par rapport au travail. Alors, c'est dans cet esprit qu'effectivement, aussi bien la Compagnie de Paris que l'Ordre des experts comptables franciliens, nous avons décidé de nouer ce partenariat dont vous parlez tout à l'heure, Olivier Torres, parce que ça nous a semblé important d'établir un point fort, un partenariat avec cette chaire donc, qui a été créée dans le cadre de l'Observatoire de la santé des entreprises. Je voulais un peu aussi paraphraser la conclusion d'une intervention qui m'avait marqué il y a quelques années. L'intervenant de mémoire s'appelait Philippe Bloch. Et j'ai envie de dire, comme il l'avait fait à l'époque, c'était sur le rocher de Monaco, waouh, merci, bravo. Waouh, parce que quand on a ce sujet à l'ordre du jour, franchement, on ne s'attendait pas
à une telle avalanche de mesures, d'avis, de recommandations. On ne s'attendait pas non plus à réussir à réunir auprès de nous un aéropage d'autant de compétences. C'est sans doute le merci et le bravo. Et puis, on a bien vu que, suivant que l'on regarde les bouteilles à moitié pleines ou à moitié vides, il y avait beaucoup d'optimisme, notamment chez Nicolas Bauzou, puisqu'il espère bien qu'on va pouvoir en sortir. On a pu entendre de temps en temps un petit peu de pessimisme, et vous savez qu'il y a quelques proverbes, quelques maximes que j'adore et que je répète inlassablement, comme par exemple celle qui consiste à dire qu'il faut lutter contre le pessimisme de l'intelligence par l'optimisme de la volonté, et qu'aujourd'hui, cette maxime est à peu près reprise comme le flambeau d'un de nos confrères, Stéphane Cohen, pour ne pas le nommer, qui nous dit que l'échec n'est pas une option. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'échec n'est pas une option. On ne peut pas se permettre de ne pas réussir ce pari de la croissance des entreprises et tout cet appareil qui va au moins servir à sauvegarder, voire maintenir l'emploi. Et puis je voulais faire un dernier clin d'œil, toujours avec mes sempiternelles citations. Je voulais vous faire toucher du doigt que aujourd'hui nous étions vraiment entourés de plein de savants. Il n'y avait que des savants, mais j'allais dire savants dans le sens de celui que donnait Claude Lévi-Strauss. Il disait: le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions. Alors, à n'en pas douter, nous avons eu aujourd'hui une réunion de savants. On n'a pas arrêté de poser les bonnes questions. Mais je suis sûr d'une chose, nos chefs d'entreprise, ceux qui dirigent des entreprises qui veulent les voir croître, qui veulent les voir se pérenniser, qui veulent pouvoir les transmettre, je vous assure que ce qu'ils attendent, c'est les réponses. Évidemment, on ne va pas vous asséner ce soir la litanie des 20 propositions. Soit vous les avez, soit vous pourrez les recueillir demain sur les sites respectifs du Conseil régional ou de la compagnie régionale. On va évidemment les remettre comme convenu à Monsieur le ministre. Il y en a une, je crois, que l'on pourrait se faire presque graver au front de tous les conseils. Le Conseil supérieur l'avait déjà un tout petit peu, nous avait un peu devancé avec une réunion du club fiscal au mois de février, avec ses 7 règles d'or. Mais il est vrai qu'un peu de stabilité dans la règle, dans ses applications et dans ses modifications ferait du bien aux chefs d'entreprise. Je pense qu'on a entendu aujourd'hui des alertes très intéressantes, notamment sur les seuils 30, 70, 200. Et puis on a entendu aussi un constat amer, parce qu'il faut être amer, de celui qui fait que les chefs d'entreprise cèdent leur entreprise à certains seuils qui leur font sans doute un peu peur, parce qu'il faut dépasser un petit peu leur propre seuil de compétence. Moi, je crois aussi qu'il y a une raison, sans doute un peu plus pragmatique, un peu plus pratique, c'est que cette mouvance de la loi fiscale ou de la législation dans son ensemble sociale et fiscale fait que le chef d'entreprise s'est approprié une autre maxime: un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et lorsqu'ils ont une proposition qu'ils peuvent, pardonnez-moi l'expression, engranger à des considérations dans des circonstances fiscales connues et reconnues, ils préfèrent le faire plutôt que de se voir assujettis quelques mois ou quelques années plus tôt à une règle qui changera complètement la donne et pour laquelle il ne sera pas préparé. Donc vous voyez, au-delà même d'une simple stabilité fiscale, il en va de la pérennité des entreprises, notamment de celles que l'on cherche à protéger. Et s'il y avait une mesure à mettre en exergue et en application, ça serait sans doute celle-là. Pour conclure, si tu en es d'accord, Serge, je dirais qu'une manifestation comme celle de cet après-midi, je vais peut-être être relativement impertinente et manquer de modestie en vous disant que manifestement les commissaires aux comptes et les experts comptables s'inscrivent maintenant,
si cela n'était déjà fait avant, comme les acteurs incontournables des entreprises, mais aussi des pouvoirs publics, car nous avons démontré aujourd'hui que nous pouvions être force de proposition auprès des pouvoirs publics. Donc, je maintiens acteurs incontournables du système économique.